Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Alors, ce soir, nous allons parler des nouveaux champs d'épanouissement dans lesquels baigne l'entreprise et qui s'intitulent programmation neurolinguistique, communication interpersonnelle, tout cela pour un meilleur rendement au sein de l'entreprise. Pour en parler, j'ai invité un conférencier coach qui nous vient du Canada, mais qui est en même temps qui nous vient d'ici également, puisqu'il est algéro-canadien. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment. J'ai voulu le recevoir pour en savoir un peu plus, à la fois sur ce qu'il enseigne, sur ce qu'il délivre comme message, mais également sur sa personnalité, qui est loin d'être commune. Mohamed Idir, bonsoir. Alors avec bonsoir. Ça, c'est bien parti, je vous fais sourire d'entrée. Oui, tout à fait. Oui. Mais quelque part, c'est vrai que vous n'êtes pas anodin, parce que je reçois rarement des personnalités comme vous, avec habillé tout de blanc et avec un chapeau. À moins de recevoir le Père Noël bientôt. Bon, donc déjà, je vous remercie de m'inviter, de me faire l'honneur de m'inviter à une émission de si bonne qualité, une émission que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par personnage anodin. Pas anodin. Non, disons qu'actuellement, on parle beaucoup du sujet qui est le vôtre actuellement, c'est-à-dire le coaching, la conférence, tout cela autour de la motivation, autour de l'entreprise, la programmation neurolinguistique, de la communication interpersonnelle. Ouais. Alors, autant de mots que certains téléspectateurs ne connaissent pas encore, et on voudrait en savoir un peu plus. Alors, aujourd'hui, quel est le message que vous délivrez à travers vos relations avec les différents publics? Donc déjà, avant de parler de PNL, donc qui est la programmation neurolinguistique, il serait important de définir déjà le coaching, qui est une démarche orientée solution. Donc dans la définition, on trouve beaucoup de réponses à beaucoup de questions qu'on se pose. Et déjà dans la définition, ça nous permet aussi d'éloigner beaucoup d'intervenants sur le marché algérien ou ailleurs qui se disent coach. Donc une démarche orientée solution, donc qui s'intéresse plus au comment, donc plutôt qu'au pourquoi, et qui est basée sur un processus bien défini et qui se base sur des techniques éprouvées. Alors, quelles sont ces techniques éprouvées? Donc, les techniques qui peuvent être des techniques de PNL, dans mon cas, donc de programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit un client, on n'est pas du tout dans la motivation. On parle beaucoup de motivation. Oui, ça peut être un des objectifs et puis ça peut être intégré à la démarche, mais on ne peut pas dire qu'un coach, son objectif ou sa mission est de motiver les gens. Ça, c'est le travail des conférenciers motivateurs. Donc, ceux qu'on trouve sur le marché algérien, ça, c'est des gens qui ont des qualités, on va dire, d'orateurs, qui vont plonger dans des livres, chercher du contenu, assister à des conférences, créer une conférence et motiver les gens. Donc, c'est ça qu'on voit beaucoup en Algérie. Et ils en profitent pour se dire coach. Un coach a une démarche, il y a un processus bien précis et des techniques de PNL. La première séance est structurée. On a des limites aussi à ne pas dépasser. Et on sait définir des stratégies bien précises et adaptées surtout aux clients. Un motivateur va y aller, va généraliser. Nous, on y va au cas par cas. Et vous leur enseignez quoi? On n'enseigne pas. Donc, un coach est là pour accompagner ses clients. Donc, le client vient avec une... Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de nous, c'est d'accompagner le client, donc dans le cadre professionnel ou personnel, pour pouvoir dépasser un défi qu'il vit quotidiennement. Mais c'est un accompagnement technique ou un accompagnement C'est un accompagnement technique. Psychique? C'est un accompagnement technique psychique, on n'est pas des psychologues. Donc j'ai parlé de limites et c'est de là que vient le danger, parce qu'en Algérie, on ne connaît pas les limites. Donc le territoire du coach et le territoire du psychologue. C'est de là qu'est venue la fédération, justement. Le danger pour le consommateur ou les clients algériens, quand on a un client qui souffre de dépression et qui va rencontrer un coach qui n'est pas certifié, qui n'est pas coach, c'est dangereux parce qu'il va le prendre en charge. Et nous, on a été sur le terrain, on a écrit à ces personnes qui se disent coach
Et on leur a dit clairement qu'on s'est fait passer pour des gens qui souffrent de dépression ou qui veulent se suicider. Donc ça c'est le pire, on a été extrême. Et ces gens-là nous ont proposé des formations ou des suivis. Chose qui est inadmissible au Canada par exemple. Quand on parle de dépression et de suicide, c'est le territoire du psychologue ou du psychiatre. Très bien. Alors, excusez-moi, j'ai de la musique qui entre en scène. Je m'en excuse auprès de vous, téléspectateurs. Ça doit être un concurrent de monsieur. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Dire. Je voulais vous dire, mais vous accompagner de manière technique. Alors, mais il faudrait que vous soyez à même de tenir toutes les techniques en main. Oui, ce sont toutes les techniques du management, par exemple? Pas du management, c'est des techniques, là, en ce qui me concerne, c'est des techniques de PNL, de programmation neuro-linguistique. D'accord, alors expliquez-nous ce qu'est la programmation neuro-linguistique. Dans le processus de coaching, donc quand on accueille le client, déjà on fixe un objectif. Oui. On veut savoir qu'est-ce qu'attend le client du coach. Et l'objectif doit être efficace, donc il est construit de manière à être pertinent. Donc il doit être temporel, il doit être écologique, il doit être positif par exemple. Et ensuite, on va mettre en place des stratégies qui vont permettre au client d'aller puiser les ressources parce qu'on part du principe que le client a toutes les ressources en lui. On n'est pas des enseignants, on n'est pas des formateurs. On n'apprend pas au client, on ne donne pas de compétences, on n'apprend pas de nouvelles compétences au client. Ce qu'on lui apprend, c'est à utiliser ses propres ressources. Par exemple, une personne qui stresse beaucoup, une personne qui a des problèmes de relations interpersonnelles, qui a du mal à communiquer avec les gens, on ne va pas lui apprendre, on ne va pas lui dire c'est ça qu'il faut faire. On va chercher les ressources qui sont en lui, parce qu'on est tous capables de communiquer. Donc on est dans la gestion du comportement. Aussi, oui. La gestion du comportement et des ressources internes de la personne. D'accord. Alors, quels sont vos publics? Donc les publics, c'est soit des professionnels, donc moi je me base beaucoup sur les professionnels, donc les gens d'affaires, donc en entreprise. Ensuite, j'ai des clients aussi qui viennent pour des questions personnelles, c'est-à-dire problèmes de communication dans le couple, problèmes de communication parent-enfant par exemple. J'ai ça aussi, mais je me spécialise plus dans les entreprises, dans les affaires. D'accord. Alors, vous avez des... Alors, vous exercez au Canada, en Algérie? J'exerce, oui, à Montréal et en Algérie. Oui. D'accord. Alors, pourquoi être venu sur le... Vous étiez au Canada, oui, je pense, oui, depuis je le suis toujours. Ouais, depuis au Canada, depuis 2008. D'accord. Vous étiez en Algérie avant? Oui. D'accord. Alors, vous avez... Et en France avant aussi. D'accord. Vous avez préféré donc venir accompagner enfin, ce que vous faites au Canada, en Algérie. Pourquoi? Il y a un marché? Donc il y a déjà un marché, il y a le côté personnel déjà, il y a la mission personnelle, donc la mission de vie, parce que c'est mon pays d'origine. Et après avoir passé 10 ans en France et puis peut-être 9 ans au Canada, je me suis rendu compte que le seul pays où je me sens bien, c'est ici, c'est mon pays d'origine. Quand je suis revenu ici, j'avais l'idée je suis resté, quand je suis parti dans la fin des années 90, avec l'idée qu'en Algérie, il n'y avait pas beaucoup de compétences, que les compétences viennent d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai été me former en France, ensuite au Canada et aux États-Unis. Donc la compétence vient d'ailleurs. Et j'ai été surpris quand je suis revenu en Algérie de constater que les compétences sont présentes ici. Et le travail du coach, c'est d'aller chercher ces ressources-là, donc d'utiliser le potentiel qui existe, puis de l'orienter. Parce que on a encore le complexe des yeux bleus. Quand c'est Michel qui le dit, ça passe. Quand c'est Mohamed, il y a un problème. Quand c'est algérien. Et j'ai constaté qu'il y avait un potentiel énorme parmi nos jeunes, et que ce soit les managers locaux. Et on n'a pas besoin de dépenser environ 14 milliards de dollars par année pour aller chercher des formateurs étrangers qui viennent nous apprendre des choses que nous-mêmes, on peut mettre en place. Donc j'ai beaucoup d'avenir puisque j'ai les yeux bleus, donc je ne devrais pas me faire de soucis. Vous avez compris le... Est-ce qu'aujourd'hui... alors, pour faire comprendre, parce qu'on a du mal quelquefois à comprendre, si vous annoncez que vous faites du traitement de programmation neuro-linguistique. C'est de la programmation, donc il y a programmation neuro, c'est le neurone linguistique par le langage. C'est vraiment de la programmation et de la reprogrammation du cerveau. Par exemple, vous avez une mauvaise habitude que vous avez acquise depuis 20 ans, vous avez du mal à vous lever le matin, vous avez du mal à sourire à vos collègues parce qu'ils ont un certain comportement avec vous. Vous stressez, par exemple, quand vous passez en réunion, par exemple, vous passez devant un public. Ça, c'est un comportement qui est acquis, c'est un programme. Donc, le rôle du coach, c'est d'aller chercher ce programme-là, de le reprogrammer et de vous permettre de pouvoir
intégrer un nouveau comportement aidant. Quelle formation il faut avoir pour faire cela? Il faut avoir une formation de coach. Une formation de coach en programmation neurolinguistique à Montréal, c'est environ 1 an et demi en intensif. Donc moi, j'ai été beaucoup plus loin parce que je me suis spécialisé. Mais c'est environ 1 an et demi en intensif. Ça ne veut pas dire qu'on on le fait tous les jours. On ne le fait pas tous les jours. Ça peut être 3 jours par semaine, 2 jours par semaine pendant quelques mois. Ensuite, c'est beaucoup de pratique. Quand je dis 1 an et demi, il y a beaucoup de pratique entre les journées de formation. On dit, par exemple, qu'on a 28 jours de formation. Donc, théorique. Après, c'est beaucoup de pratique. Tout le reste, c'est de la pratique. C'est ce qu'on fait ici aussi. C'est-à-dire la pratique, mais la pratique accompagnée, toujours d'un coach? Accompagné ou sans accompagnement, on fait, par exemple, gratuitement. Ce qui m'a été proposé, c'est de le faire gratuitement avec des proches. D'accord. Essayons d'être un peu plus concret. Voilà qu'un chef d'entreprise vient vous voir et vous dise, Monsieur Idir, en quoi votre programmation neurolinguistique va me servir dans mes activités. Excusez-moi peut-être de vous faire répéter, mais je voudrais que ce soit très axé sur l'entreprise. En quoi, si je comprends bien, en quoi ça va lui servir? Ça dépend du défi qu'il rencontre. Si par exemple il a... Par exemple, peut-être que je vais vous... Alors, si je suis quelqu'un, par exemple, qui a du mal à vous faire respecter par mon personnel, là, vous pouvez m'aider, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on va aller chercher pour les raisons qui font déjà que la personne a du mal à se faire respecter. Et on est d'accord qu'il y a des gens qui se font respecter naturellement, qui arrivent à se faire respecter. Bien sûr. Donc, la PNL, déjà, est basée sur la modélisation. Donc, on va aller chercher, on va comprendre pourquoi il y a des gens qui se font respecter, et d'autres pendant que d'autres non. Donc là, on va sortir donc c'est de la modélisation, on va sortir un certain programme. On va se dire, telle personne qui se fait respecter se comporte de telle manière. Donc, on va aller chercher les comportements d'excellence qu'on va aller transposer sur l'autre. Mais en utilisant les ressources de la personne. Ça veut dire qu'on ne va pas le mettre en face d'un tableau pour lui dire, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. La personne doit comprendre, par exemple, comment tu te comportes le matin quand tu arrives. Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu souris? Non. Donc, lui, il va comprendre que ce manque de communication peut faire que ses employés ne le respectent pas. Par exemple, il peut dire, quand je donne un ordre, je le change 20 fois. Donc là, il a du mal à se faire respecter parce que les gens, ses employés, ses collaborateurs ont du mal à le cerner ou à comprendre. Il n'a pas la capacité de réfléchir ou de raisonner avant de donner un ordre, par exemple. Donc ça peut être la source d'un manque de respect. Au niveau commercial, ça peut faciliter les choses aussi pour avoir de bonnes relations avec ses clients, ses prospects. Donc oui, comprendre par exemple les systèmes de représentation. Donc arriver à comprendre quand un client est visuel ou auditif ou kinesthésique, ça veut dire qu'il agit avec les sentiments. Si on prend l'exemple des vendeurs de voitures, si vous dites je n'arrive pas vraiment à voir l'intérêt d'acheter ce véhicule, il va vous faire voir. Les vendeurs sont formés pour vous faire voir parce qu'il va comprendre que vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec des images. Donc si vous dites je ne sens pas l'intérêt pour le moment par exemple, là il va voir que il va comprendre que vous êtes kinesthésique. Donc il va vous jeter dans la voiture, il va vous faire essayer la voiture. Donc c'est ça l'intérêt commercial. Et puis l'intérêt commercial aussi, ça peut être aussi augmenter le rendement dans l'entreprise. Quand on a des managers qui communiquent avec beaucoup plus de facilité avec leurs collaborateurs, ça augmente le rendement aussi. Quand on vient vous voir, est-ce que vous êtes tenu d'une obligation de résultat ou simplement de moyens? On a une obligation de moyens, pas de résultat. Pourquoi? Parce que on va chercher les ressources du client. Donc si le client n'est pas motivé, si le client ne collabore pas, on ne peut pas garantir. Moi, personnellement, je le fais. Que dites-vous à ceux qui considèrent, vu de loin certainement, que votre métier est un métier de charlatan ou de Merlin l'Enchanteur? Donc moi, j'irai leur dire, tout simplement, donc s'ils le pensent, tous les présidents des pays les plus puissants utilisent la PNL. Donc, que ce soit Obama, que ce soit Erdogan, que ce soit Poutine, ou il y a Hollande qui essaye, il n'y arrive pas beaucoup, mais tous ces présidents de pays puissants, de partis politiques, de champions olympiques utilisent la PNL pour pouvoir battre des records, ils ont des médailles d'or. D'accord. Donc on a vu Manodou par exemple, qui est lui, non pas alors son frère, Florian, champion olympique, de natation, médaille d'or. Puis lui, quand il a eu sa médaille d'or, il a utilisé une technique de PNL qui est l'ancrage. Et c'est ça qui a fait la différence, parce que nous, on va aller chercher la petite différence, parce que lui, il est monté avec des gens, des athlètes qui ont
un niveau de performance physique, de préparation physique équivalent. Puis le mental, ça va aller chercher la différence qui fait la différence pour pouvoir aller décrocher. Puis lui, il en témoigne. Donc ceux qui disent que c'est des charlatans, que c'est Merlin l'Enchanteur ou des charlatans. C'est ça, exactement. Donc il n'en a qu'à aller voir les gens qui l'utilisent et puis pour qui ça marche. Aux États-Unis, par exemple, dernière étude, même au Canada, d'ICF, qui est l'International Coach Federation, on a des résultats qui vont jusqu'à 1150%, donc de retour sur investissement quand ils investissent sur des coachs d'affaires. Est-ce que tout le monde peut être coaché? Tout le monde peut être coaché, oui. Tout le monde peut être coaché. Après, on peut avoir des résistances. On peut avoir des résistances si la personne est fermée. On peut avoir ce genre de résistance quand il y a en entreprise, quand il y a un prescripteur, donc le chef d'entreprise par exemple, ou le DRH qui nous demande de venir coacher un manager par exemple. Donc il y a une tierce personne qui intervient dans la relation. Donc là, la personne qui va être coachée peut résister, peut dire non, je n'ai pas besoin de coaching. Donc on a des méthodes pour pouvoir contourner ça, pour faire comprendre à la personne qu'elle a tout intérêt à se faire coacher, surtout que c'est l'entreprise qui paye. Et on n'est pas obligé on ne le fait pas d'ailleurs, ce n'est pas le prescripteur qui nous demande de coacher sur telle problématique. C'est-à-dire que le coach a toute la liberté de dire que moi j'ai des problèmes dans l'entreprise parce que quand je me lève le matin, ma femme me gonfle. Donc il a le droit de travailler sur un aspect personnel qui vient perturber son travail par exemple. Vous savez que ça n'a pas été facile de recevoir quelqu'un en face de vous. J'ai invité des personnes qui font de la PNL et certains m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être en face de vous parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Quand vous me dites ça, j'ai un petit sourire parce que ça me fait plaisir. Donc c'est vrai que je suis sujet à controverse. Ça m'étonne un peu parce qu'une personne qui se dit coach ou quelqu'un qui est dans le développement personnel ne devrait pas avoir ce genre de rejet. Parce que c'est des choses, parce que eux, ces gens-là, quand ils sont en conférence, ils vont aller dire aux gens, ouvrez-vous à tout le monde, accueillez. Mais par contre, eux, donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Moi, j'aurais aimé les recevoir en face, on aurait pu en débattre. Pourquoi maintenant ils ne veulent pas venir en face? C'est très simple, parce que c'est des gens donc à la création de la Fédération des coachs et conférenciers algériens à Montréal, c'est des gens qui ne peuvent pas intégrer la fédération. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de prérequis. Il y a certaines personnes qui ont été refusées, donc l'accès a été refusé à la fédération. Et ça, c'est des gens qui se sentent menacés sur le marché algérien. Donc, pourquoi? Mais quelle relation entre le Canada et l'Algérie? La relation entre le Canada et l'Algérie, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que nous, maintenant, on forme des coachs professionnels certifiés, donc qui vont intégrer la fédération des coachs et conférenciers. Il y a certains coachs aussi qui sont déjà dans la fédération parce qu'ils sont formés. Et les seules formations qui existaient, c'était en Amérique du Nord ou en Europe. Maintenant, il y a des formations en Algérie. Ces gens-là peuvent intégrer. Mais les personnes qui ont du mal à se mettre en face et puis à débattre des vraies choses, c'est des personnes qui ne sont pas formées. C'est des gens qui se disent coach parce qu'ils ont des qualités d'orateur. Et encore, ils ont des qualités d'orateur, ils se mettent face aux gens, puis ils les motivent. Mais ça marche pendant 2 heures. La particularité du coaching, c'est qu'on travaille sur le long terme. Ça veut dire que vous allez rentrer en conférence, pendant 2 heures, vous allez ressortir gonflé. D'accord. Alors, pour mieux vous croire, oui, il faudrait peut-être nous donner des exemples de réussite ou d'amélioration technique en matière de PNL. Est-ce que vous auriez des exemples à donner? Quel genre d'exemple? Des personnes que vous auriez accompagnées et qui pourraient témoigner. Oui, on a des vidéos qui sont en préparation. On va les diffuser. On peut aussi, je peux vous inviter aussi, vous êtes les bienvenus, aux formations de coach par exemple. Ça, c'est des gens, là actuellement, on en a environ 60. C'est des personnes qui peuvent témoigner de ça. On a déjà les témoignages filmés, mais ça serait bien que vous veniez leur demander directement. Vous allez là avoir quelqu'un aussi qui va... N'oubliez pas que j'ai les yeux bleus. Ce que je voulais vous dire, c'est que parmi les personnes qui viennent vous voir, quel est le taux qui sont déjà dans le monde de l'entreprise? Parce que je crois que ça va dans tous les sens. Quoi. Qui sont dans le monde de l'entreprise, oui. C'est-à-dire en formation de coach? En formation de coach, oui. Donc en formation de coach, qui viennent du monde de l'entreprise. C'est tous les, je dirais pour rester prudent, 99%, ils sont dans le monde de l'entreprise, 100%. Donc on les prend Et à ces gens-là, vous les formez pour devenir coach? On les forme pour devenir coach. En ce moment, c'est la première promotion, donc ils sont au 2e niveau, passés au 3e niveau. D'accord. Alors si je ne m'abuse, j'ai vu une formation de coach que vous dispensiez en 3 jours et au terme de laquelle vous disiez
qu'ils pourront devenir coach à ce terme et même trouver du travail en tant que coach rapidement. Alors, donc 2 choses. 3 jours, c'est pas vrai. Et ça, les gens, ils sont en formation, ils le voient. C'est pas en 3 jours, c'est pas possible. Le niveau 1, donc c'est l'initiation. Et dans cette partie-là, on travaille sur l'aspect personnel. Parce qu'un coach qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas réglé les choses déjà avec soi, ne peut pas aider les gens à surmonter des défis. Donc niveau 1, 3 jours, on travaille sur l'aspect personnel des coachs en formation. Ensuite, il y a le niveau 2, niveau 3 et niveau 4, c'est la spécialisation en PNL. C'est-à-dire que c'est quand même un cursus assez long. L'autre chose, vous allez sortir et vous allez trouver un emploi. Nous, quand on a lancé la formation de coach, c'est pour des besoins internes. C'est-à-dire que ces gens-là, pour la première promotion, on s'est engagé soit à les recruter ou à collaborer. Minimum 3 jours par mois. Pourquoi ? La formation qui coûte 1,3 million, on l'offre à 250 000. C'est un investissement. D'accord, alors voilà, justement, je voulais arriver à ce niveau-là. Combien ça coûte? Et vous dites qu'une formation en coaching? Une formation en coaching, là, ici, le prix qu'on a fixé, c'est 1,3 million. Au Maroc, c'est 15 000 euros. En Tunisie, c'est la même chose. Au Canada, c'est... 1,3 million, c'est 1 300 000 dinars, c'est ça? Dinars, tout à fait, oui. Donc, en ce moment, on l'offre à 250 000. C'est un investissement personnel. On prend en charge 71% de l'investissement parce que ces gens-là, on en a besoin en interne. D'accord. Vous avez du monde qui vient vous voir? On a du monde qui pour la formation. Pour la formation. Oui, tout à fait, oui. On a beaucoup de monde et on a des listes d'attente qui sont énormes. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas quand je suis arrivé en Algérie, puis le premier contact que j'ai eu, c'était pour aller louer des salles et la personne était, c'est une personne qui vient des États-Unis en plus, qui a vécu aux États-Unis, elle m'a dit le coaching en Algérie, je pense que tu vas te casser la gueule. Mais je l'ai rencontré il y a environ 2 semaines et il m'a serré la main en disant je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement parce qu'il voit le nombre de personnes qui viennent s'inscrire. Combien d'acteurs y a-t-il comme vous en Algérie qui font le même métier? En Algérie, j'en ai repéré 2. D'accord. J'en ai repéré 2 qui sont formés, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Après tout le reste, même ceux qui viennent de Montréal, c'est des gens qui sont peut-être de bons conférenciers. Ils ont des qualités aussi, ils ont des choses à offrir. Que nous, quand ils nous ont approchés, je leur ai expliqué que je ne pouvais pas les admettre en tant que coach parce qu'ils n'ont pas la formation de coach. Quelle a été leur réaction? Négative. Ça a commencé par du dénigrement. Donc vous allez voir même la personne donc Amel qui va passer tout à l'heure, on lui a vivement déconseillé de s'inscrire à cette formation. Bon. Et c'est des gens qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas adhérer. Donc là, ils ont commencé le travail de... Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher aussi, parce que vous l'avez dit il y a un instant, vous avez créé une fédération au Canada. Ce n'est pas une manière pour vous de museler le terrain du coaching et de donner quitus à ceux qui ne vous dérangent pas? Museler. La fédération, il faut savoir qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc quelqu'un qui va aller se former en Europe, ici en Algérie, par une formation qui est vraiment une vraie formation, donc un programme, un vrai contenu de formation de coach, ou qui va se former aux États-Unis, les portes sont ouvertes. Il suffit de dire, de vraiment avoir la certification de coach, on ferme les portes à personne. Au contraire, on veut collaborer avec tout le monde. Après, il y a des personnes qui ne méritent pas d'être là. On peut pas, je ne peux pas, excusez-moi le terme, culpabiliser parce qu'on protège la population. Donc, en situation d'affaires, il n'y a pas de problème. Donc, une entreprise va embaucher un coach qui se dit coach, qui n'est pas coach en réalité. Donc, va perdre son argent et va se rendre compte qu'ils sont face à un formateur qui utilise des slides pour donner un contenu. Donc, rien, il n'y a aucune relation avec le coaching. Donc, ils ont perdu de l'argent. Mais quand c'est un individu sur une problématique personnelle qui est suicidaire et qui va voir ces gens-là pour pouvoir s'en sortir et puis il croit qu'il va s'en sortir alors qu'eux ils ne font que masquer par de la motivation momentanée. Donc si la personne se suicide, je ne vais pas culpabiliser pour ce genre de personnes. Je pense que ce soir encore, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Nos politiques, est-ce qu'ils gagneraient à faire de la programmation neurolinguistique? Nos politiques gagneraient beaucoup à faire de la programmation neurolinguistique, tout à fait. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Ces problèmes de communication viennent de la maîtrise de soi.
On voit des politiciens qui sont facilement déstabilisés et puis on voit des réactions qui sont inadmissibles. Les politiciens français, européens en général ou américains travaillent beaucoup sur cet aspect-là et c'est ce qui leur permet d'avoir un impact important, oui. Mohamed Idir, vous avez trahi le secret. Effectivement, nous allons recevoir une jeune dame dans un instant, Amel Ouidef. Elle va nous dire pourquoi elle s'est inscrite dans votre formation de coach. Elle est coach en devenir. Oui. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. On la retrouve tout de suite. Amel Ouidef, content de vous accueillir ici sur ce plateau pour faire ce métier qui est un peu nouveau en Algérie, celui de coach. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine précis? Comment vous y êtes venu? Ravie d'être ici, merci pour l'invitation. Eh bien, je suis une professionnelle du marketing. J'ai beaucoup évolué dans les multinationales et dans le champ de travail dans lequel j'ai évolué, j'ai ressenti un grand manque en termes de coaching, en particulier dans les équipes commerciales, dans les approches, dans les relations de management. Donc, au moment où j'ai eu cette opportunité justement de voir que cette formation existait, je n'ai pas du tout hésité à la prendre. Il s'avère que le manque est cruel et très vivement ressenti. J'ai beaucoup vu des entreprises ramener des formateurs ou des gens pour assister les équipes ici en local, mais au final, l'impact était très minime. Une fois que les formations passaient, il y avait toujours des problèmes de communication, des problèmes, comment dirais-je, culturels, qui faisaient que l'impact était vraiment minime. Or que c'est beaucoup plus simple, à mon avis, d'avoir des gens au local qui pourraient prendre le relais, et je suis certaine qu'il y a des candidats pour ça. Reste seulement à trouver le bon coach. Comment étiez-vous sûr d'avoir un bon coach en face de vous? Eh bien, écoutez... Comment vous avez procédé? Vous vous êtes renseigné sur la personne? Parce que, bon, c'est un métier en même temps qui est nouveau, dont on ne connaît pas la réalité qui sont derrière. Donc, il fallait vous renseigner certainement sur la qualité de votre coach. C'est clair, oui. Effectivement, dans le milieu des entreprises et des multinationales, le métier de coach est déjà connu. On entend parler de ça. Donc, ce n'est pas complètement quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais après, M. Mohamed Idir a une réputation à ne plus refaire. Il a des références. C'est une personne très connue au Canada. C'est extrêmement pas compliqué de savoir qui il est. Je pense que... Et vous êtes en coaching depuis combien de temps? En coaching, vous voulez dire en formation? En formation. En formation depuis le mois de septembre. D'accord. Est-ce que vous sentez déjà des résultats ou pas? Oh oui, bien sûr, bien sûr. C'est une démarche qui est encore longue. Pas tout à fait. Je dirais que le résultat se ressent déjà, parce que l'impact, il est déjà sur la personne. On ressent un changement déjà en nous. Ensuite, ce changement-là, on commence à l'apporter à des petites doses à des personnes qui nous entourent. Est-ce que je peux vous demander, on le demande rarement à une femme, mais quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. D'accord. Est-ce que c'est une formation, enfin ce coaching qui est adaptable à tout âge, ou il faut être jeune pour le faire? On va l'écouter, puis je reviendrai vers vous, Monsieur Idir. Moi, je dirais que l'âge n'est pas vraiment un critère. Et je dirais plutôt que c'est la personne, les capacités de la personne, et avoir surtout envie de le faire. Avoir envie de prendre en charge des personnes, de les accompagner. Ensuite, comme ce que Mohamed Idir a dit tout à l'heure, on a des techniques pour ça. Donc, quelqu'un qui a 70 ans ou quelqu'un qui a 20 ans peut très bien les maîtriser et faire du coaching à d'autres personnes. Si vous deviez lui trouver des défauts à votre coach, lesquels seraient-ils? Des défauts. Un défaut. Au moins un. Il faut en trouver au moins un. Bon, ben je vois que vous avez du mal. Je dirais qu'il parle beaucoup. Mais est-ce que c'est pas justement le propre Oui, d'un tout à fait. formateur? Oui. Tout à fait. Et, alors, c'est une élève sur laquelle on mise beaucoup, oui. Vous misez beaucoup Bien sûr, oui. Et vous voyez des avancées ou pas? On voit beaucoup des avancées énormes. Je suis surpris. Là, on a 2 groupes. Je l'avoue, je suis surpris encore à chaque fois, surpris de plus en plus des compétences personnelles et professionnelles qui sont démontrées par les participants de ces groupes-là.
C'est des choses que je retrouve rarement dans les groupes à Montréal ou ailleurs. Et on mise beaucoup parce qu'on va développer l'entreprise, donc c'est des gens qui vont intégrer nos programmes. Pour revenir à votre question concernant l'âge, on peut devenir coach à n'importe quel âge. Après, on ne peut pas devenir coach à l'adolescence. Il y a quand même, plus on a de l'expérience professionnelle, plus on a une expérience de la vie, mieux on peut cerner ses clients. Mais on ne peut pas toujours s'adapter. Quelquefois, on est assis sur des principes qu'on a du mal à remodeler. Justement, on travaille sur ça. Donc, premier niveau, deuxième niveau, on travaille beaucoup sur la personnalité du coach. Parce qu'on n'est pas là pour enseigner. On n'est pas là pour donner des conseils non plus. Ça, c'est le travail du consultant. Donc, on est là pour accompagner la personne. Et l'un des postulats de la PNL, des principes de base de la PNL, c'est de partir du principe que la personne a toutes les ressources et le non-jugement. La carte n'est pas le territoire. Quand on dit que la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que chacun a son modèle du monde et on se doit, quand on est un bon coach, de le respecter. On n'est pas dans le jugement, on a nos propres croyances, mais quand on rentre en séance de coaching, on les met de côté. On accueille et on accepte tout ce qui vient d'en face. Et l'une des démarches, donc, dans la démarche de coaching, l'une des techniques, c'est d'aller dans le modèle du monde de l'autre. Et pour aller dans le modèle du monde de l'autre, donc pour éliminer la résistance du client, il faut qu'il ressente un retour ou un accueil de la part du coach. Si le coach commence par imposer ses croyances ou par donner des conseils, on risque d'avoir une fermeture. Donc le client doit sentir qu'on est là pour lui, pas pour nous. Et ça, on a besoin d'un haut degré d'ouverture. Et quel est le meilleur des mondes que vous décrivez pour tous? Le meilleur des mondes? Le meilleur des mondes, c'est un monde où on se comprend tous, on s'accepte tous surtout, on est tous différents, on a des expériences différentes. Et le meilleur des mondes, ça serait de prêter une intention positive à chaque comportement qui vient d'une autre personne, sans jugement, sans punition, et vraiment dans l'ouverture. C'est-à-dire que chacun a le droit d'être qui il est. Amel Rouidef, actuellement, vous ne faites que cela? Vous formez au coaching ou bien vous travaillez en parallèle? Je suis en phase de transition. D'accord. Ça veut dire que je poursuis ma formation pendant que j'ai un emploi que je compte quitter assez rapidement pour me lancer totalement dans le coaching. Un emploi de cadre supérieur, quand même, dans une multinationale. D'accord, et donc vous allez vous faire ce que fait... Donc elle va être votre concurrente ou votre associée future? Alors ça va dans l'ouverture. C'est des gens qui sont amenés à travailler avec nous en interne, mais c'est l'aspect, la mission de vie. Je suis ici, oui, pour développer une grande entreprise. Je suis ici aussi pour développer des personnes. Et puis moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir ces personnes-là cheminer, devenir de grands coachs, de grands conférenciers, puis des gens qui ont un impact sur la société algérienne. Et en travaillant toujours avec vous, en association? Pas obligé. J'aimerais bien qu'ils trouvent un bénéfice à continuer à travailler avec moi. Mais moi, de les voir s'épanouir ailleurs, c'est mon grand plaisir. Dans le monde du développement personnel, normalement, il n'y a pas de concurrence. Puis c'est pour ça que je vous dis que les personnes qui ont refusé de venir se mettre en face, ils n'ont rien à voir avec le développement personnel. On n'a pas de concurrence, on n'a pas de concurrent. Bien. Que dois-je dire? Métier nouveau, autour de vous, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous annoncez que vous êtes en formation de coaching? On y croit, on n'y croit pas? Vous arrivez à convaincre? On y croit beaucoup. Les gens sont enthousiastes, ils sont surpris de voir que le coaching existe en Algérie, de façon aussi officielle, structurée, avec une formation, un suivi, etc. J'ai de très très bons retours, des retours extrêmement positifs, même en entreprise, dans l'environnement dans lequel je suis. Eh bien, j'espère que vous aurez à coacher beaucoup de monde autour de vous. Quant à vous, juste une question. L'image, c'est important, la communication. Oui. Il y a une part de show incontestable, comme dans le métier de conférencier aussi, mais dans le métier de coach, inévitablement également. Dans le métier de coach, c'est pas inévitable. On peut choisir de le faire ou pas. Donc, il n'y a personne qui nous impose... de construire une image de marque. Moi, je le fais et c'est ce que je conseille. D'ailleurs, la différence entre les formations qu'on propose ici et les formations qui sont proposées ailleurs, c'est que nous, on fait le suivi. C'est-à-dire qu'on les accompagne pour créer leur identité de coach.